La politique d'Aristote, livre 5e, chapitre 6, sommaire. Suite de la théorie de l'éducation. Il faut que les enfants exécutent personnellement la musique. Avantage de l'exécution musicale. Bornes dans lesquelles il convient de la renfermer. Choix des instruments. Tous ne doivent pas être admis. Proscription de la flûte. Phases diverses par lesquelles est passée l'étude de cet instrument. Il a été condamné par Minerve elle-même, si l'on en croit la fable. Mais doit-on enseigner aux enfants à exécuter eux-mêmes la musique vocale et la musique instrumentale, ou doit-on s'en abstenir ? C'est là une question que nous avons posée plus haut, et nous y reviendrons ici. On ne peut nier que l'influence morale de la musique ne soit nécessairement très différente selon qu'on exécute personnellement ou qu'on n'exécute pas, car il est impossible, ou du moins fort difficile, d'être en ce genre bon juge des choses qu'on ne pratique pas soi-même. Il faut en outre à l'enfance une occupation manuelle. La crécelle même d'Archytas n'était pas mal inventée, puisqu'en occupant les mains des enfants, elle les empêchait de rien briser dans la maison. Car l'enfance ne peut se tenir un seul instant en repos. La crécelle est un jouet excellent pour le premier âge. L'étude de la musique est la crécelle de l'âge qui suit. Et ne serait-ce que par ce motif, il nous semble évident qu'il faut enseigner aussi aux enfants à exécuter eux-mêmes la musique. Il est aisé d'ailleurs de déterminer jusqu'où cette étude doit s'étendre selon les différents âges pour rester toujours convenable et de repousser les objections qui prétendent que c'est là une occupation qui ne peut faire que de vulgaires virtuoses. D'abord, puisque pour bien juger de cet art, il faut le pratiquer soi-même, j'en conclus qu'il faut que les enfants apprennent à exécuter. Plus tard, ils pourront renoncer à ce travail personnel. Mais alors, ils seront en état d'apprécier les belles choses et d'en jouir comme il faut, grâce aux études de leur jeunesse. Quant aux reproches qu'on adresse parfois à l'exécution musicale de réduire l'homme au rôle de simple artiste, il suffit pour le réfuter de préciser ce qu'il convient de demander en fait de talent d'exécution musicale à des hommes qu'on prétend former à la vertu politique, quels chants et quels rythmes on doit leur apprendre et quels instruments on doit leur faire étudier. Toutes ces distinctions sont fort importantes puisque c'est en les faisant qu'on peut répondre à ce prétendu reproche. Car je ne nie pas que certaines musiques ne puissent entraîner les abus qu'on signale. Il faut donc évidemment reconnaître que l'étude de la musique ne doit nuire en rien à la carrière ultérieure de ceux qui l'apprennent et qu'elle ne doit pas dégrader le corps et le rendre incapable des fatigues de la guerre ou des occupations politiques. Enfin, qu'elle ne doit empêcher ni la pratique actuelle des exercices du corps, ni plus tard l'acquisition des connaissances sérieuses. Pour que l'étude de la musique soit véritablement ce qu'elle doit être, on ne doit prétendre ni à faire des élèves pour les concours solennels d'artistes, ni à enseigner aux enfants ces vains prodiges d'exécution qui de nos jours se sont introduits d'abord dans les concerts et qui ont passé de là dans l'éducation commune. De ces finesses de l'art, on ne doit prendre que ce qu'il en faut pour sentir toute la beauté des rythmes et des chants, et avoir de la musique un sentiment plus complet que ce sentiment vulgaire qu'elle fait éprouver même à quelques espèces d'animaux, aussi bien qu'à la foule des esclaves et des enfants. Les mêmes principes servent à régler le choix des instruments dans l'éducation. Il faut proscrire la flûte et les instruments qui ne sont qu'à l'usage des artistes, comme la cithare, et ceux qui s'en rapprochent. Il ne faut admettre que les instruments propres à former l'oreille et à développer généralement l'intelligence. La flûte d'ailleurs n'est pas un instrument moral. Elle n'est bonne qu'à exciter les passions, et l'on doit en limiter l'usage aux circonstances où l'on a pour but de corriger plutôt que d'instruire. Ajoutons qu'un autre des inconvénients de la flûte sous le rapport de l'éducation, c'est d'empêcher la parole pendant qu'on l'étudie. Ce n'est donc pas à tort que depuis longtemps on y a renoncé pour les enfants et pour les hommes libres,
bien que dans l'origine on la faisait apprendre. Dès que nos pères purent goûter les douceurs du loisir par suite de la prospérité, ils se livrèrent avec une magnanime ardeur à la vertu, tout fiers de leurs exploits passés et surtout de leur succès depuis la guerre médique. Ils cultivèrent toutes les sciences avec plus de passion que de discernement, et ils élevèrent même l'art de la flûte à la dignité d'une science. On vit à Lacédémone un Corrège donner le ton au chœur en jouant lui-même de la flûte, et ce goût devint si national à Athènes qu'il n'était pas d'homme libre qui n'apprenne cet art. C'est ce que prouve assez le tableau que Thrasybes consacra aux dieux quand il fit les frais d'une des comédies d'Ekphantides. Mais l'expérience fit bientôt rejeter la flûte quand on jugea mieux de ce qui peut en musique contribuer ou nuire à la vertu. On bannit aussi plusieurs des anciens instruments, les pectides, les barbitons, et ceux qui n'excitent dans les auditeurs que des idées de volupté, les heptagones, les trigones et les sambucs, et tous ceux qui exigent un trop long exercice de la main. Une vieille tradition mythologique qui est fort raisonnable proscrit aussi la flûte en nous apprenant que Minerve, qui l'avait inventée, ne tarda pas à l'abandonner. On a encore spirituellement prétendu que le dépit de la déesse contre cet instrument venait de ce qu'il déformait le visage. Mais on peut croire aussi que Minerve rejetait l'étude de la flûte parce qu'elle ne sert en rien à perfectionner l'intelligence, car de fait Minerve est à nos yeux le symbole de la science et de l'art.